Quand j'ai grandi, moi, adolescent, dans les années 80, et qu'on est un jeune homosexuel, on a quand même besoin de repères. On vit dans un monde qui est tellement hétéronormé, et où finalement, la manière, je dirais, de se projeter dans l'avenir, d'essayer d'imaginer la personne que tu pourrais être, comment aimer, comment vieillir, comment... Tout ça n'était pas incarné en fait. Il y avait très peu de choses quand tout d'un coup à la télévision on avait un film avec un personnage homosexuel. C'était la plupart du temps une histoire tragique, aussi beau soit le film, mais c'était toujours des histoires absolument impossibles, désespérées. Et c'était de toute façon rarissime en fait. Internet n'était pas encore là. Et c'est vrai que très jeune, je me suis posé toutes ces questions de, je dirais, de ma propre identité, à la fois de mon devenir et d'où je viens, d'une certaine façon. Et franchement, sur l'histoire de l'homosexualité, il y avait encore très peu de choses. Les gender studies et les gay studies étaient, en France en tout cas, à leur début, ça circulait très peu. Et donc forcément, j'étais avide de, je pense tout simplement d'avoir des témoignages. Et en plus, au moment où je suis adolescent, le sida arrive et décime en fait toute une génération d'hommes et de femmes, surtout d'hommes en particulier, homosexuels, ce qui fait qu'il y a aussi une transmission qui s'est pratiquement pas faite en fait. Il y a quelque chose qui a comme été empêché et qui, pour quelqu'un en tout cas de ma génération, a créé probablement une sorte de vide et de manque. Et probablement que les films que j'ai faits par la suite ont eu peut-être de manière inconsciente au départ, j'avais pas conscientisé tout ça quand même, mais sont venus combler probablement à la fois une curiosité, un manque de savoir, et, euh, et voilà, et tous ces gens qui étaient partis, parfois je dirais de manière dramatique, parce que on oublie quand même que le sida, au départ, a fabriqué. C'était des morts honteuses, c'était des morts dont on ne parlait pas, c'était quelque chose qui était extrêmement violent quand même au tout début de l'épidémie. Et des couples ont été séparés, parfois quand un des compagnons mourait et que l'autre était encore vivant. Bon bref, il y a eu des histoires vraiment absolument dramatiques, ce qui fait que, en tout cas, moi j'ai ressenti assez tôt ce besoin probablement de, par rapport à toute cette histoire, ça m'a interrogé en fait. Et donc très jeune, quand j'ai commencé, je me destinais pas à faire du cinéma, je me destinais à faire de la photo. Et donc je passais beaucoup de temps, j'ai grandi à Paris, j'ai passé énormément de temps au Puce. Et au Puce, il y avait toujours des cartons pourris avec des photos qui traînaient, des valises ouvertes avec des archives. Et donc vraiment personne prêtait attention en fait à toutes ces choses. Et moi ça me passionnait en fait. Dans le fond, la vie de tous ces anonymes, de toutes ces personnes qu'on ne célèbre pas et qui sont comme effacées, oubliées, étaient pour moi des traces en fait extrêmement importantes. Et j'avais aussi probablement cette curiosité de l'histoire en général. Et sauf que le problème que j'avais, c'est que l'histoire était toujours racontée à travers des personnes illustres. C'était toujours des espèces de personnages hors normes. Et donc, pour nous raconter telle ou telle période de l'histoire, on en revenait toujours en fait à ces mêmes personnes. Et j'avais le sentiment que c'était quelque chose, c'était comme une histoire tronquée en fait, que dans le fond, l'histoire devait être racontée à partir des anonymes, à partir du peuple en fait. Au fond, la condition du peuple n'avait rien à voir avec celle de ces individus, ces personnages historiques, euh, qui forcément étaient dans, c'est pas qu'ils étaient hors sol, mais disons en tout cas ils étaient dans un contexte et dans des situations qui n'avaient rien à voir avec le commun des mortels, on pourrait dire. Et donc moi j'étais très curieux en fait de savoir dans le fond ce que vivaient les gens à travers telle ou telle époque. Et c'est vrai que l'histoire queer est une histoire dans le fond récente, parce que toutes ces vies ont été invisibilisées pendant si longtemps, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, pour des histoires de morale, pour des histoires de religion, euh, de tabous autour de la sexualité. Et dans le fond, quand on réfléchit, ça fait finalement pas si longtemps qu'on commence véritablement à redonner, je dirais, une place, une parole, à reconstruire des récits qui ont été complètement soit détruits ou effacés.
Et je me dis que si moi, en tant que cinéaste, je peux tout d'un coup aussi avoir ce rôle-là, tout d'un coup, d'aller comme réactiver le passé, ramener le passé dans le présent, et réactiver les morts, on pourrait dire. Et reconstruire cette histoire, pour moi, c'est je sais pas, c'est quelque chose qui est essentiel, en fait, pour moi. Voilà. Et au-delà de cette question... J'étais un peu long, pardon. Non, mais au-delà de... Non, c'est tout à fait passionnant, mais au-delà même de cette question de l'histoire des communautés LGBTQI, il y a quand même une focalisation dans ton travail sur la question du genre. Quand même, c'est quelque chose, une question qui revient très régulièrement. Voilà, je citais Bambi, je citais Petite fille, je cite ce film. Voilà, c'est quand même quelque chose qui revient, ton travail sur mauvais genre. Pourquoi cette question-là te revient si régulièrement dans ton travail de documentariste? Bah là encore, c'est quelque chose, je pense, qui est très lié je pense, à mon éducation et de ce que j'ai pu observer. J'étais un enfant, moi, un peu différent. J'étais un garçon assez féminin. Et on m'a beaucoup emmerdé à l'école autour de ça, autour, tu vois, de c'est quoi un garçon? Quelles sont les injonctions qui lui sont faites depuis, en gros, la naissance, en passant par l'enfance et l'adolescence. Et je prenais bien conscience que j'étais pas exactement ce qu'on attendait peut-être d'un homme. Et en même temps, j'avais pas envie de ressembler à ces hommes-là, d'une certaine manière. Je m'y retrouvais pas. Et je sentais bien qu'il y avait une pression permanente, à la fois par rapport à la sexualité, mais aussi même dans ma manière que j'avais de m'incarner, de me mettre en scène par rapport à mon genre, en fait. Et j'avais beaucoup de mal avec cette espèce d'obsession des mâles alpha, qui était quand même, je dirais, une sorte de référence permanente, en fait, que ce soit dans les films, que ce soit dans les jeux, que ce soit... on ne se rend pas compte à quel point, en fait, la société est formatée, et à quel point les modèles, en fait, qui nous sont proposés, et qui sont, je dirais, presque ingurgités par nos parents, nos grands-parents, nous assignent finalement à des rôles et de manière mimétique à reproduire ces modèles, en fait. Et je pense que j'avais probablement un esprit assez rebelle, et il y a quelque chose là-dedans qui m'allait pas, en fait. Et donc c'est pour ça cette question de la construction, en fait, d'un individu, la construction d'une identité, c'est quoi être soi, en fait, au fond. Et alors évidemment, on se construit à travers un milieu, à travers un système de valeurs. On ne peut pas se dégager complètement de la société, mais on peut, à l'intérieur de la société, avoir, je dirais, une posture critique. On peut résister justement à des modèles. On n'est pas obligé d'obéir, en fait. Et il y a des désobéissances nécessaires, je dirais. Et pour moi, par exemple, les personnes transgenres sont des personnes qui suivent un parcours qui n'est pas simple, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et elles doivent, je dirais, se confronter à tellement d'obstacles, et qui commencent dans le cercle intime, hein, donc, jusqu'à évidemment l'école, le monde professionnel, etc. Et je les trouve, j'ai une forme d'admiration, en fait, pour ces parcours de vie, pour la force, en fait, que ça demande, pour pouvoir justement affirmer qui elles sont, ou qui ils sont. Et comme Genet, d'ailleurs, Jean Genet voyait dans les personnes transgenres des personnes absolument nécessaires à la société pour nous faire réfléchir à toutes ces questions, à la fois sur la résistance et aussi sur qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que l'identité tout court, en fait. Et c'est pour ça que voilà, j'ai été sensible, je pense, depuis l'enfance, à mon avis. Et qu'il y avait quand même, quand je fais Wildside, par exemple, au début des années 2000, il y a très très peu de films qui prennent pour héroïne... Qui est une fiction, là, pour le coup. Qui est une fiction, et qui prennent vraiment pour héroïne un personnage transgenre, joué par une personne transgenre. C'était très important pour moi. Et d'ailleurs, le film a été une sorte d'ovni, et à l'époque, n'a pas rencontré son public. Il a fait une très belle carrière de festival, mais presque comme une sorte, si tu veux, de film, comment dire,
un peu une sorte d'ovni, quoi, si tu veux. Le film arrivait trop tôt, quoi, d'une certaine manière. Et c'était étonnant quand j'ai fait après Bambi, un peu plus de 10 années après, là, le film trouve son public. Et on voit bien qu'en l'espace de 10-15 ans, que la société a changé, que dans le fond, une nouvelle génération est curieuse de ces questions et commence véritablement à s'y ouvrir et à s'intéresser à des, je dirais à des figures transgenres en fait. Voilà. Et Bambi en est une évidemment, je dirais c'est une femme qui a un parcours absolument incroyable et qui est pour moi une sorte vraiment de modèle, quoi. Alors, est-ce que, pour Casa Susanna, dont on va quand même un peu parler, je vais vous passer un micro dans quelques instants pour poser des questions à Sébastien, mais Casa Susanna, comment ça s'est construit? Comment tu es arrivé à rencontrer ces femmes trans qu'on voit dans le film, à retrouver la maison? Voilà. Raconte-nous la genèse de ce film, la construction même de ce film, que ce soit en termes de personnages, de lieux, de construction, cette conjonction des personnages qui vont vers ce lieu, qui cheminent tous vers ce lieu qui est celui à la fois de leur passé, de leur jeunesse, d'une certaine difficulté à vivre leur vie, en même temps un espace de liberté incroyable. Enfin, voilà, je trouve que c'est une histoire étonnante, enfin, extraordinaire même. Bah, comme je l'ai raconté en préambule, en fait, Casa Susanna, donc ça part de ce livre en 2004 qui a été publié, qui s'appelait Casa Susanna, mais dans lequel il y avait juste une sorte de préface avec vaguement quelques lignes qui, dans le fond, ne disaient pas grand-chose sur l'histoire qui se cachait derrière ces photos, et personne ne savait strictement rien, en fait, de cette communauté, et pour cause, parce que ça a été une communauté complètement secrète. Il fallait absolument qu'elle soit clandestine, tout simplement pour protéger en fait, les uns et les autres par rapport à tous les problèmes qu'ils auraient pu avoir. Et en fait, ça tient presque un peu du miracle en fait, que finalement, on ait aujourd'hui connaissance en fait, de cette communauté. Il se trouve qu'en fait, Susanna, quand elle meurt dans son appartement, une partie en fait, de ses objets personnels sont mis dans un garde-meuble, et ce garde-meuble en fait, est cambriolé. En fait. Et on pense en fait que les photos qui ont été trouvées après au puces viennent probablement de ça en fait. Et c'est ce qui a fait, parce que les gens étaient suffisamment organisés dans cette communauté pour que s'il y en a un qui meurt, ou que les autres aillent chez les uns ou les autres pour récupérer en fait tous les objets un peu compromettants, on pourrait dire, comme pour protéger en fait ces vies. Elles avaient tellement eu ce réflexe, je dirais, de se protéger. Que c'est resté, je dirais presque une sorte de seconde nature. Et donc, je dirais que cette communauté, cette histoire, au départ, n'aurait pas dû être révélée. Et voilà, et donc ce livre, finalement, est publié, et il y a un début d'enquête, et finalement, 10 ans après, une historienne de la photo française, qui s'appelle Isabelle Bonnet, prolonge cette enquête, mais vraiment comme Sherlock Holmes, quoi. Isabelle, elle a trouvé un nombre d'informations assez incroyable. Et dans le cadre de l'exposition Mauvais Genre, je la rencontre et elle me raconte cette histoire. Et là, comme pour Bambi d'ailleurs, j'ai mesuré l'importance de cette histoire en fait. Parce que c'est une histoire très-queer et qui est importante dans la compréhension qu'on peut avoir de comment un milieu et une culture commencent à se structurer en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas 40 manières en fait. Ça s'est fait par petits groupes, de manière évidemment clandestine. Il y a une sorte de réseau comme ça qui se tisse et qui fait très attention évidemment. Et d'une certaine manière, pendant l'espace de 10-15 ans, il y a cette espèce de petit miracle qui naît à cet endroit-là, dans les Catskills, perdu au milieu de nulle part, et où cette communauté d'hommes, la plupart du temps mariés, blancs, de la middle class, vont se réunir, vivre en femmes, l'espace d'un week-end, parfois plus, quand c'est pendant les vacances d'été, et tout d'un coup commencer à réfléchir sur eux-mêmes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. C'est-à-dire ils ne comprenaient pas véritablement qui ils étaient, ce qui se passait en eux.
D'ailleurs, à tel point qu'au début, quand il commence, je dirais, à mettre des mots, en fait, il ne se voit pas comme trans. Il se voit comme des travestis. Et le mot est presque même assez sulfureux. Ils veulent pas... ça leur fait un peu peur. Les homosexuels ne sont pas admis, par exemple. Alors, je pense que beaucoup ont menti, je pense que certains l'étaient. Mais on voit qu'à l'intérieur même de cette communauté, en fait, un code se met en place pour pouvoir y adhérer. Et qui est d'ailleurs un code assez réactionnaire, en fait. Et on voit bien qu'il est fabriqué aussi par le contexte. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur, ils pensaient qu'en étant arrêtés, en étant ces femmes assez gonflables, qui s'habillent un peu comme des bourgeoises de la middle class, dans le fond, peut-être qu'il y aurait une forme d'acceptation et de tolérance de la police ou du FBI, alors que si on découvre qu'ils sont en plus homosexuels, qu'ils s'habillent comme des vampes ou avec du bondage, par exemple, alors là, c'est fini pour eux. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose en fait, qui se structure au sein de cette communauté, mais qui est encore très marqué par le contexte social et politique de l'époque. En fait. C'est une communauté qui a peur quand même. Hein. Les gens sont très sur leur garde quand même. Oui, parce qu'effectivement, tu le disais au début, c'est l'époque du McCarthyisme, c'est aussi l'époque de ce qu'on appelle le Lavender Scare, qui est qu'aux États-Unis, pendant toute cette période, la fin des années 50, début 60, des dizaines de milliers d'homosexuels ont été exclus des administrations simplement en raison de leur homosexualité. Et il y avait une chasse très claire par rapport aux homosexuels. Il y a des films de publicité complètement homophobes où, en gros, on essaie d'éduquer les familles en leur disant faites attention, il y a des homosexuels qui rôdent et qui veulent... Qui menacent les enfants, les jeunes gens, les jeunes garçons. Etc. Oui, ça va très loin. Oui, qui sont effectivement tout à fait contemporains de l'action de ton film. Alors, dans Casa, il n'y a pas en tout cas je dirais de femmes qui ont transitionné pour devenir des hommes. Donc c'est pour ça que le film n'en mentionne pas. Mais c'est des histoires aussi qui sont, là encore, qui ont été complètement invisibilisées. C'est vrai que c'est des histoires qui sont plus rares, mais je pense qu'il va y avoir, j'espère que d'autres personnes vont faire un travail, je dirais, de recherche, que ce soit du côté de la fiction ou du documentaire, pour essayer d'incarner ces vies, parce que là encore, il y aurait tant à dire. Il y a je pense, des vies incroyables à raconter, mais en tout cas, dans le cas de Casa, c'était quelque chose qui n'existait pas. Ça s'est vraiment concentré sur une communauté d'hommes travestis au départ, en femmes. Et ce qui est étonnant, et pour moi, en fait, la chose qui m'a aussi, je dirais presque autant intéressé que ces hommes, c'est leurs épouses, en fait. Parce que ça pose une telle question, en fait, sur ces femmes, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont compris de leur mari? Qu'est-ce qu'elles ont... dans ce contexte, quand même, certaines avaient des enfants, enfin, elles ont dû avoir quand même peur, quand même, à la fois comment on gère les enfants, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur dit pas, qu'est-ce que ça implique de la sexualité qu'ils avaient à l'intérieur du couple. Je trouve que ça pose plein de questions, en fait, voilà. Et ça, je trouvais ça assez étonnant, en fait. Alors, il y a une raison, c'est que le film de Paul et le mien ont été, en fait, financés par... Alors, Casa Susana, ça a été en fait produit par PBS, qui est un peu le Arte américain, qui est une grosse chaîne en fait aux États-Unis, très culturelle en fait, et par BBC et Arte. Et ce film est ce qu'on appelle un grand format, c'est-à-dire qu'il a été vraiment financé pour la télévision en fait. Arte produit 4 à 5 grands formats par an uniquement. Et qui sont Petite Fille, et c'était pareil, Petite Fille était destinée au départ à comme le film qui vient d'avoir le César de documentaire de Jean-Gabriel Perriot, en fait, Retour à Reims. Mais qui est une sortie pour le coup. Alors, après. Alors c'est compliqué à écarter, c'est-à-dire que des fois Arte accepte qu'on sorte les films après, ça dépend, tout ça. Donc on ne sait pas encore ce qui se passera pour Casa, mais Casa donc sera diffusé en septembre, pour la rentrée de septembre de Arte,
Et le film de Paul, c'est pareil, en fait, c'est un grand format. Et donc il a été montré à Berlin, il a eu des prix à Berlin, tout ça. Mais déjà, ce que je trouve formidable, c'est que ces films trouvent des financements, se font malgré tout, ont quand même des diffusions dans des festivals. Casa a été à Venise, à Toronto, donc dans des festivals qui sont importants. Et oui, ils sont considérés véritablement comme des films, si vous voulez. Donc ça n'empêche pas, vous voyez, cette reconnaissance-là. Et c'est vrai qu'après, le circuit de diffusion des films change. Et la résistance est à quel niveau? Comment? La résistance est à quel niveau pour... Elle est... Après, moi, j'enchaîne beaucoup. C'est vrai que j'enchaîne beaucoup les films et tout. Donc là, je suis en montage, par exemple, sur un autre film qui, lui, sortira en salle. C'est pas du tout pour des questions de... Je dirais de... C'est pas à cause du sujet, en fait. J'aurais pu très bien faire un montage financier du film salle, mais ça demande beaucoup plus de temps, en fait. En fait, trouver de l'argent pour le cinéma est plus compliqué aujourd'hui que tout d'un coup, Arte dit oui, bam, vous avez un montant qui est donné, le CNC vient en soutien, PBS arrive. Après, Casa est un film cher, parce que c'est une équipe française qui va aux États-Unis, et tout le dispositif du film coûte assez cher, les archives coûtent une blinde aux États-Unis en plus. Donc finalement, c'est un film qui n'aurait pas pu se faire sans l'apport d'autres chaînes aussi. Voilà. Ça, c'est un peu je dirais l'histoire de la production des films, quoi. Des fois, c'est obligé de se passer comme ça. Petite Fille aurait dû sortir en salle après la diffusion, mais à cause du Covid, il y a eu tellement de films qui ont été retardés, et ça a été comment dire, une boucherie, quoi. Et donc moi, j'ai pas voulu. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, le film avait eu une telle audience, en fait, et ensuite, après, Netflix a pris le relais, tout ça, que je me suis dit que c'était, voilà, tant pis. Mais je dirais même d'ailleurs que Petite Fille, grâce à la télévision, a touché un public beaucoup plus important qu'il l'aurait trouvé en salle, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais à quel point l'importance de la télévision, voire des plateformes aussi, pour pouvoir diffuser une œuvre, en fait. Alors qu'en salle, dans le fond, et surtout après les 2 années de Covid qu'on a eues, où le rapport à la salle a été fragilisé quand même. Donc finalement, ça a été aussi une chance que le film, au départ, était pensé pour la télévision. Enfin, a été financé pour la télévision. Oui, par exemple, pour le film de Preciado, pourquoi il va à Berlin et pourquoi, enfin, alors le film est tout jeune, mais pourquoi en France, on ne trouve pas pourquoi il ne trouve pas son accueil en France? Je vais dire un truc, je pense pas que Paul aurait pu trouver un financement ailleurs qu'en France, en fait. Donc déjà, il est content, je pense, d'avoir pu trouver ce financement et qui lui a permis de faire, après je ne vais pas répondre à sa place, mais vous savez, le financement des films, il est compliqué, et encore plus dans le documentaire. En fait, les documentaires qui trouvent un financement cinéma, il y en a très très peu. L'Avance sur recette, par exemple, qui est un des endroits où on vient soutenir les films, en fait, pour qu'ils puissent se faire au cinéma, aide par an 1 à 2 films. Vous vous rendez compte? 1 à 2 films par rapport au volume qui existe de documentaires, c'est dérisoire, en fait. Donc il y a très très peu d'élus, en fait, qui peuvent tout d'un coup trouver un financement pour faire des films au cinéma. C'est pour ça que la télévision est souvent un relais obligé, en fait. Kate et Diana sont vraiment les 2 dernières survivantes, et Grégory, qui est le petit-fils, donc, et Betty, qui est donc la fille de Donald. Voilà, c'est vraiment les seules personnes qu'on a réussi à trouver. On m'a parlé une fois d'une personne, mais qu'on n'a pas réussi à contacter, et il n'était pas très clair qu'elle soit passée ou non à la casa, on va dire. Elle a peut-être connu des gens qui allaient, mais d'après ce qu'on a plus ou moins compris, cette personne n'y allait pas. Donc c'est pour ça aussi que le film tient un peu du miracle, en fait. C'est-à-dire que, aussi si Kate et Diana n'étaient plus là, finalement, il n'y aurait plus de témoins pour raconter directement cette histoire, en fait. Et sur le Cindy Sherman, en fait, Cindy Sherman, donc il y a eu les photos qui ont permis de faire ce livre d'un côté, et Cindy Sherman, elle, de son côté, a trouvé un album, en fait, chez un antiquaire, qui provenait, je pense, de la même source, et qu'elle a acheté. Et il faut savoir que Cindy Sherman, c'est une artiste américaine,
C'est une photographe plasticienne et qui se met en scène et qui se... Alors, je ne sais pas si le terme travesti est le bon terme, mais c'est quelqu'un qui en tout cas utilise des postiches, des vêtements et joue et essaye d'incarner des figures de la représentation américaine. C'est-à-dire qu'elle travaille vraiment sur la culture américaine et tous les stéréotypes de la représentation. Et Cindy, en fait, elle collectionne beaucoup les photos amateurs. En fait, elle adore ça. Elle en a énormément, et particulièrement ce qu'on appelle les slapshots américains. Et donc, dans ce cadre-là, elle trouve cet album. Et donc, moi, je la contacte et je lui dis que je prépare en fait ce film et que si je pouvais avoir accès à ses photos. Elle me dit oui, elle était adorable, elle me dit oui tout de suite. Et donc, voilà, j'ai pu donc filmer toutes ces photos. Et elle était d'ailleurs très curieuse de savoir l'histoire en fait qui se cachait derrière. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et il y a eu, et non, je vous parle de Berlin parce qu'en fait, il y a eu l'exposition Mauvais Genre, en fait, était à Berlin ces derniers mois. Et il y avait une exposition des photos de Cindy Sherman, donc de la Casa Susana, qui était aussi montrée avec. Voilà.